Bonjour, bienvenue sur Recovery Explorer DT1, une chaîne consacrée à l'exploration des voies pouvant mener à la guérison du diabète de type 1. Ces podcasts ont pour but de partager le fruit de mes recherches actuelles. Je les approfondis sans cesse et ce sera certainement l'occasion de nouvelles découvertes futures que je partagerai bien entendu. Ainsi, il est possible que vous repériez quelques approximations. Le cas échéant, faites-moi part de vos précisions bienveillantes en commentaire. Nous l'avons vu, dans les podcasts consacrés au métabolisme des sucres, les glucides sont très problématiques pour le métabolisme humain. Il est donc souhaitable d'en réduire notre consommation, ce qui aura par conséquent de nombreux bienfaits. Baisse de l'inflammation, du stress oxydatif et de la glycation. Effet délétère moindre sur le fonctionnement des mitochondries. Meilleure santé des organes, notamment meilleure santé des systèmes cardiovasculaires, rénal, immunitaire et hormonal. Glycémie plus stable avec des hypoglycémies et des hyperglycémies atténuées. Moins de problèmes digestifs, moins de fermentation intestinale et candidose. En mangeant moins de glucides, vous mangerez moins d'aliments vides de nutriments, c'est-à-dire vides de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. En effet, la plupart des aliments glucidiques sont extrêmement pauvres en ces éléments et comprennent des antinutriments perturbateurs, dont entre autres les lectines. J'effectuerai à l'avenir un podcast dédié à ce thème. Réduire sa consommation de glucides permet également de réduire le nombre d'unités d'insuline lors des injections. L'insuline est très impliquée dans des processus de vieillissement et de dégénérescence des organes. En diminuant l'insuline, on diminue la rétention de sel au niveau des reins, ce qui fait baisser la tension artérielle. Moins il y a d'insuline, moins les organes comme par exemple les reins et la thyroïde sont sous pression. Enfin, en diminuant les glucides, on réduit les risques de résistance à l'insuline, que l'on appelle autrement le diabète de type 2. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ne sont malheureusement pas épargnées par cette maladie. Les complications dues à des excès de glucides et d'insuline au long cours peuvent les affecter également. Ces excès sont pourtant relativement classiques et vite atteints avec une alimentation occidentale, souvent sans même s'en rendre compte. Et ça n'arrive pas qu'avec de la junk food. Ainsi, des personnes s'alimentant soi-disant sainement peuvent développer un diabète de type 2, par exemple en mangeant trop de fruits, de féculents, de desserts maison, etc. Les cellules deviennent saturées de glucides et on peut se retrouver au fil du temps obligé d'augmenter de plus en plus les apports en insuline pour garder une glycémie raisonnable. En effet, et vous le savez déjà, l'hyperglycémie chronique est un problème gravissime. Diminuer les risques de résistance à l'insuline en consommant moins de glucides est essentiel dans le cas d'un diabète de type 1 pour lequel la gestion de l'insuline est déjà complexe. Alors quand on parle de manger moins de glucides, on utilise souvent l'expression anglophone low carb. Rappelez-vous, les carbs, ce sont les hydrates de carbone ou autrement dit les glucides. Low signifie bas, donc low carb, bas en glucides. Pour mémoire, rappelons-nous 2 points importants. Il n'existe pas de glucides essentiels et le corps humain peut fonctionner sur la base de 2 sortes de carburants, les glucides ou les lipides, c'est-à-dire le sucre ou le gras. Le low carb consiste à fonctionner avec les glucides comme carburant tout en réduisant leur consommation. Dans le low carb, le corps se retrouve alors avec un déficit d'apport énergétique. Le fait de réduire ses apports de carburant en fait donc un régime hypocalorique, c'est-à-dire hypoénergétique. Au-delà des bienfaits d'une consommation réduite de glucides, bienfaits mentionnés plus haut, la logique du low carb et du déficit énergétique qui en est la conséquence induit par la suite 2 processus. 2 processus qui sont comme des réponses à la question suivante. Comment le corps gère-t-il ce déficit énergétique ? Eh bien, voici ses moyens d'action. Baisser ses besoins énergétiques et combler lui-même ses besoins énergétiques. Autrement dit, baisser ses dépenses énergétiques en baissant son métabolisme de base, c'est-à-dire réduire ses besoins quotidiens de façon à les adapter à des apports énergétiques réduits. Et aussi, aller piocher là où il peut pour parer à ce déficit. Donc aller piocher en interne, à l'intérieur du corps, les nutriments qui font défaut dans l'alimentation. Le métabolisme de base consiste dans l'ensemble des fonctionnements sous-jacents et continus nous maintenant en vie au jour le jour. Cela correspond en quelque sorte à notre niveau de vitalité global.
Le métabolisme de base est régulé par la thyroïde. En lien avec le système hormonal, la thyroïde garantit l'équilibrage énergétique entre les apports et le niveau de dépense du métabolisme de base. En régime hypocalorique, c'est-à-dire en déficit énergétique, la thyroïde se retrouve contrainte de réduire le niveau de dépense du corps et de faire fonctionner ce dernier à minima. Étant sous le stress d'une forme de sous-alimentation, le corps va donc réduire ses fonctions au minimum vital et se concentrer sur le moyen terme, voire dans les situations les plus critiques, carrément sur le court terme si ce stress perdure. C'est pourquoi on peut rencontrer des problèmes d'énergie, de fertilité ou de qualité de cheveux ou de peau, des inconforts au niveau des mains et des pieds qui n'arrivent pas à se réchauffer par exemple, car ce ne sont pas des fonctions vitales à court terme. La longévité est elle aussi impactée. Avoir un métabolisme de base écroulé n'est pas une bonne chose. Dans cette situation, on se retrouve dans un état affaibli, généralisé, non enviable, avec une faiblesse énergétique latente et dans un état qui prédispose à l'arrivée de maladies. La dégradation du métabolisme se produit généralement de façon progressive et insidieuse. Ce n'est ni brutal ni spectaculaire. C'est pourquoi la plupart à qui cela arrive ne s'en rendent pas compte et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Probablement encore plus chez les femmes que chez les hommes. En effet, les femmes ont tendance à faire plus de régimes amaigrissants, à aller davantage vers des alimentations soi-disant santé, mais qui se révèlent très pauvres en réalité. Peut-être vous demandez-vous comment savoir si votre métabolisme de base évolue dans un sens ou dans l'autre. Pour cela, vous pouvez vous poser ces questions. Est-ce que mon corps a changé sa capacité à se réchauffer tout seul ? Par exemple, là où je n'avais besoin d'aucun vêtement pour dormir, j'ai maintenant besoin d'un pyjama, d'une bouillotte. Ou peut-être est-ce l'inverse, votre métabolisme de base augmente et vous qui dormiez très couvert, vous n'avez plus autant besoin de vous couvrir. Est-ce que la vitesse de pousse de mes cheveux a changé ? Est-ce que ma peau est plus ou moins sèche ? Est-ce que je me réveille fatiguée ou en forme le matin ? Est-ce que je me réveille spontanément avant la sonnerie du réveil ? Quel est mon niveau d'énergie tout au long de la journée ? On peut également prendre sa température sous la langue et sous l'aisselle au réveil. S'il n'y a pas de différence, cela signifie que le corps a assez d'énergie pour chauffer toutes les parties et non seulement les parties les plus vitales. Obtenir les mêmes mesures sous la langue et sous l'aisselle est signe d'un bon fonctionnement métabolique. En déficit énergétique, le corps va prioritairement maintenir sa température dans les zones vitales, c'est-à-dire le buste et le cerveau. Tous ces éléments sont des indices qui vous indiquent le niveau de votre métabolisme de base et donc votre degré de vitalité. Nous venons de voir le premier processus que le corps met en œuvre pour faire face à un déficit énergétique, tel qu'on le trouve dans une alimentation low carb. Voyons voir le second processus. En complément de la baisse du métabolisme de base, le corps cherche également à produire lui-même du carburant pour pallier au moment où les besoins énergétiques ne sont pas comblés. Il utilise tout d'abord les réserves de glycogène, mais celles-ci se retrouvent rapidement épuisées. Après cela, le corps peut produire du substrat énergétique grâce à sa capacité intrinsèque à fabriquer lui-même du glucose à partir des triglycérides et des protéines. Étudions précisément ces deux possibilités. Le corps peut produire du glucose à partir des graisses stockées que l'on appelle triglycérides. Ces triglycérides sont trois acides gras réunis par un bandeau de glycérol. C'est ce glycérol que le corps peut transformer en glucose. En low carb, la base reste la consommation de glucides. Il y a donc encore des doses importantes d'insuline en circulation dans le corps. L'insuline est une hormone de stockage qui bloque donc le déstockage des réserves de graisse stockées sous forme de triglycérides, comme on l'a vu précédemment. Donc le glycérol n'est ici pas accessible et utilisable pour être transformé en glucose. Le corps peut alors se tourner vers les protéines et effectuer de la néoglucogénèse, c'est-à-dire créer du glucose à partir des protéines. Rappelons que les protéines sont en quelque sorte les briques de construction, de réparation et de renouvellement de notre corps. Et comme rares sont ceux qui mangent des protéines de qualité en quantité, il n'y a pas de marge du côté des protéines ingérées, lesquelles sont souvent même insuffisantes pour faire face aux besoins de renouvellement cellulaire de l'ensemble du corps. Dans cette situation, en low carb, le corps n'a généralement pas d'autre choix que de générer du glucose à partir de ses propres protéines constitutives, dont en tout premier lieu celles des muscles, mais aussi celles de la peau, des os et des tissus conjonctifs. Le low carb mène donc à une fonte musculaire à bas bruit et à une dégradation progressive des tissus.
La perte musculaire et l'altération des tissus ne sont pas des événements anecdotiques avec des conséquences superficielles. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Ainsi, une bonne masse musculaire est cruciale pour la longévité, pour pouvoir rester autonome durant toute sa vie et ainsi préserver la qualité de sa fin de vie. Et plus on prend de l'âge, plus il est difficile de regagner de la masse musculaire. Quant à l'altération des tissus, l'impact est important. Il s'agit des os et de leur densité, des tissus articulaires et de leur flexibilité, des éléments constitutifs de nos organes. Pour combler le déficit énergétique, le fait que le corps pille nos protéines pour servir de carburant en dernier recours a des conséquences sur absolument tout ce qui nous constitue. Pour évaluer le niveau d'altération de vos tissus et votre éventuel déficit en protéines, vous pouvez vous poser ces questions. Ma peau se ride-t-elle? Comment ma masse musculaire évolue-t-elle? Est-ce que j'ai des faiblesses ou des douleurs articulaires ou musculaires? Comment est-ce que je récupère après un effort physique intense? Est-ce que j'ai souvent des gerçures aux lèvres, des crevasses aux doigts? À quelle vitesse est-ce que je cicatrise? Ai-je des problèmes de sommeil ou de concentration? Est-ce que je me casse facilement quelque chose, par exemple cheville, bras, pieds, côtes, etc. Est-ce que je guéris vite quand je me casse quelque chose? Mes ongles cassent-ils facilement? Le manque de protéines peut provoquer des fringales d'aliments sucrés et gras. Ai-je remarqué cela chez moi? Suis-je souvent fatiguée ou malade? Est-ce que je perds mes cheveux ou est-ce que j'ai de plus en plus de cheveux blancs? Ai-je tendance à avoir de l'œdème et à faire de la rétention d'eau? La réponse à toutes ces questions vous donnera des indices pour évaluer le degré de votre déficit en protéines. À propos de l'impact des carences, une théorie, la théorie du triage développée par Bruce Ames, peut nous éclairer. Celle-ci indique que lorsque nous ne manquons d'aucun nutriment, macro ou micro, toutes les fonctions du corps sont dans ce cas généreusement alimentées. Les fonctions vitales à court terme, tout autant que les fonctions secondaires, telles que la fertilité, la longévité, le renouvellement des cellules, etc. S'il vient à manquer d'un nutriment, les fonctions vitales à très court terme auront la priorité au détriment des fonctions secondaires. Imaginez donc si durant des années, de nombreux nutriments viennent à manquer. Le corps se met discrètement petit à petit en mode survie et des dommages métaboliques s'accumulent insidieusement. Ceci participe à expliquer l'émergence de maladies chroniques, de cancers, de maladies dégénératives, etc. La baisse de la vitalité globale et la dégradation des tissus corporels représentent les deux impacts les plus sérieux d'une alimentation réduite en glucides, en déficit énergétique. Cela peut mettre quelques mois à se faire sentir, voire quelques années en fonction de l'état de santé de départ et du degré de déficit. Alors faisons vraiment attention. Il est aisé d'abaisser son métabolisme de base et de déconstruire ses tissus, car cela se produit de façon presque silencieuse, sans vraiment s'en rendre compte. Mais vouloir remonter son métabolisme et reconstruire sa masse maigre demande beaucoup d'engagement, de patience et de détermination. Nous avons vu quels sont les effets bénéfiques et problématiques d'une alimentation low carb. Le podcast suivant vous donnera encore quelques repères et certains conseils pour que les choses se passent au mieux si vous décidiez toutefois de suivre ce type d'alimentation. Alors, prenez soin de vous et à bientôt sur Recovery Explorer DT1 si le cœur vous en dit.